sur les bases de l'enzymologie. Ce qui est important à savoir dans ce cours, c'est un cours qui peut paraître un peu compliqué au départ, mais vous inquiétez pas, ça va venir petit à petit. Donc une enzyme, c'est un catalyseur, c'est-à-dire qu'il va agir en tant qu'accélérateur de réaction. Sans enzyme, les réactions sont incompatibles avec la vie, mais les réactions sont quand même possibles. Elles seraient juste beaucoup trop lentes pour que ça soit compatible avec notre rythme de vie. Elles agissent en petite concentration et la structure elle est inchangée à la fin de la réaction. À la fin d'une réaction, une enzyme peut très bien repartir dans une nouvelle réaction sans préparation au préalable. Une enzyme est entièrement protéique ou alors partiellement protéique mais avec un groupement prostétique, c'est-à-dire un groupement glucidique ou alors lipidique, peu importe, hein. Ça peut être autre chose aussi. Dans une enzyme, on retrouve un site actif qui va être décomposé en deux parties, un site de liaison où va venir se lier le substrat, et un site catalytique où va venir agir le substrat, sur lequel le substrat va agir, qui va enclencher la réaction en fait. Ensuite, on va revenir un peu sur les enzymes que vous avez vues en cours et les détailler un petit peu. Donc l'oxydoréductase permet les transferts d'électrons, d'atomes d'hydrogène ou introduction d'atomes d'oxygène. Donc là, je vous ai mis deux réactions. En fait, la première réaction à gauche là, c'est une réduction et la deuxième, c'est une oxydation. En fait, faut bien faire attention à ne pas confondre avec les hydrolases, puisque là, vous avez juste, par exemple pour la réaction de gauche, vous avez juste ajout d'atomes d'hydrogène. Et à droite, vous avez enlevé des atomes d'hydrogène. Vous n'avez pas d'intervention de molécules d'eau, d'H2O dans la molécule. Et un autre petit élément qui peut vous aider, c'est que vous allez avoir du NADPH là qui intervient. Le NADPH ou NADP, c'est un coenzyme qui intervient uniquement dans les réactions d'oxydoréduction, mais vous le reverrez après ça dans le cours des coenzymes. Ensuite, pour les transférases, ils permettent le transfert d'un groupement fonctionnel ou d'une molécule sous forme d'un radical. Ce qui est important là dans cette définition, c'est le mot groupement, puisque là vous n'êtes pas sur des petites structures moléculaires, c'est vraiment conséquent quoi. Et c'est entre deux molécules différentes. Ensuite, vous avez les hydrolases. Hydrolase, c'est soit coupure ou alors une création. Là, vous pouvez voir que ça peut être dans les deux sens, hein. L'hydrolase, elle peut agir dans les deux sens. Mais vous avez participation d'une molécule d'eau. Ça, c'est très important. Et ensuite, vous avez la liase. Liase, c'est réaction d'addition de groupes fonctionnels ou élimination de groupes par rupture de liaison sans participation d'une molécule d'eau. Et moi j'ai rajouté et d'ATP. C'est pas précisé dans le cours, mais c'est important à savoir. Il n'y a pas d'ATP dans les réactions de liase. Là, on parle de groupe, hein, et c'est pas entre deux molécules. Faut pas le confondre avec transférase, hein. Ensuite, on passe sur l'isomérase. L'isomérase permet le transfert d'un groupe fonctionnel à l'intérieur d'une molécule. Ce qui est important là, c'est bien à l'intérieur d'une même molécule, au sein d'une même molécule, pas entre deux. Là, je vous ai mis un exemple d'isomérase qui est à connaître. C'est l'épimérase que vous avez vu dans le cours des glucides. Ça va permettre de changer l'orientation d'un groupement hydroxyle, là sur le carbone 2 en l'occurrence, et donc vous changez de côté. Et ça, c'est une réaction d'isomérase. Donc l'épimérase est une forme d'isomérase. Ensuite, vous avez vu la ligase ou synthétase, qui permet la formation de liaisons covalentes avec couplage énergétique. Donc couplage énergétique, on entend ATP. Là où je vous ai mis l'exemple de la formation du glutathion. En fait, l'ATP va ajouter un groupement phosphate sur le gamma-glutamyl L-cystéine. Et ce groupement phosphate, on dit que souvent la molécule est activée en présence de ce groupement phosphate. Et avec fixation de la glycine sur le gamma-glutamylcystéine, on va avoir formation du glutathion et libération du groupement phosphate qui était sur le gamma-glutamyl L-cystéine. Et comme on avait enlevé un groupement phosphate de l'adénosine triphosphate, ou autrement dit ATP, on obtient alors de l'ADP. Ensuite, on va parler un peu des cinétiques de réaction. Il y a un schéma en bas à droite là, qui est très très important à connaître, hein, c'est un peu la base de l'enzymologie. Donc vous avez le complexe enzymatique, le petit haricot bleu là, qui va venir se lier avec un substrat, qui va former un complexe enzyme-substrat, et ensuite libération de produits, et on retrouve l'enzyme qui est inchangée à la fin de la réaction. Tout ça, ça se fait donc avec une vitesse particulière, et pour avoir cette vitesse de réaction, on va utiliser la quantité de substrat transformée par unité de temps, et la quantité de produit formée par unité de temps.
Sur cette vitesse de réaction, on va avoir plusieurs facteurs qui vont interagir. On va avoir la concentration en enzyme qui va agir. Donc, concentration en enzyme, c'est assez simple. Plus il y a d'enzymes, plus ça va vite. Relation linéaire, proportionnelle, tout ça. Donc, c'est assez simple. Mais du coup, vous avez deux courbes en dessous là, qui veulent dire la même chose, que j'ai reprise du code. Ensuite, vous avez la température. La température, elle fonctionne un peu comme le pH, qu'on va revoir après. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la température, elle va agir sur les interactions hydrogènes. Les interactions hydrogènes, vous l'avez vu dans le cours des protéines, elles permettent notamment la conformation de la protéine et d'avoir une structure tridimensionnelle. Et cette structure tridimensionnelle, elle va souvent interagir au niveau du site actif, puisque si je vous donne un exemple avec mes mains là, imaginez que le substrat se met entre mes doigts qui sont libres, et que là, mes doigts qui sont touchés, c'est des interactions hydrogènes entre eux. Si on augmente la température et qu'on perd ces interactions hydrogènes, et ben on perd la conformation de l'enzyme ou de la protéine, hein, c'est la même chose. Le substrat va plus reconnaître l'enzyme, ne va plus se fixer, et du coup, on a perdu l'effet. Mais cependant, on a un effet inverse puisque la vitesse de réaction enzymatique augmente en fonction de la température. Du coup, vous avez une zone où c'est plus intéressant, où on arrive à augmenter l'activité en augmentant la température. Mais faut pas aller trop loin parce que sinon on dénature la protéine et on perd son action. Pour le pH, comme je l'ai dit, c'est un peu pareil, sauf qu'on est au niveau de l'ionisation des acides aminés. Vous avez vu dans le cours que certains acides aminés peuvent gagner une charge ou la perdre en fonction du pH à cause des pKa. Là, je vous ai remis l'exemple de l'histidine. Vous pouvez voir que du coup le pK3, ça correspond à son pKr, donc le pKa qui correspond à la chaîne latérale de l'histidine. En dessous de ce pK3, vous avez une charge plus 1, et au-dessus de ce pK3, vous avez une charge nulle. Donc vous perdez une charge. Et si vous perdez une charge, vous perdez un potentiel site d'interaction ionique. Et si vous perdez un potentiel site d'interaction ionique, ça peut changer les interactions entre l'enzyme et le substrat, ça peut changer des interactions entre dans la conformation de la protéine, et donc aussi ça peut jouer sur la reconnaissance enzyme-substrat. Ensuite, enfin, vous avez la concentration en substrat qui va agir, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que si on fait varier la concentration en substrat et qu'on augmente la concentration de substrat, on obtient une courbe d'allure hyperbolique et que la vitesse initiale tend vers Vmax. En fait, c'est saturable, c'est-à-dire que si on met beaucoup de substrat, on va augmenter la vitesse jusqu'à un certain point où on va avoir un palier, un seuil qu'on ne pourra pas dépasser. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la Vmax, la vitesse maximale de réaction. Et enfin, on va faire juste un petit point sur les représentations graphiques qui vous sont données et qui est important de maîtriser. Donc à gauche, vous avez la représentation de Michaelis et Menten. On n'a pas beaucoup de choses à interpréter avec cette représentation. On vous demandera juste souvent de déterminer le Km. Donc là, faut bien savoir que la Vmax divisé par 2 et le point d'interaction avec la courbe, ça représente, si on replace sur l'axe des abscisses, on a le Km. Donc ça, c'est bien important à maîtriser. Et ensuite, vous avez la petite formule en dessous pour calculer la vitesse initiale en fonction de la concentration de substrat qui vous sera donnée dans l'énoncé. Ensuite, à droite, vous avez la représentation de Lineweaver et Burke. Elle est un peu compliquée, mais ce qui est important à savoir, c'est que quand la courbe croise l'axe des abscisses, c'est moins 1 sur Km, et quand elle croise l'axe des ordonnées, c'est 1 sur Vmax. Ensuite, vous avez pareil les formules en dessous là, on peut vous demander n'importe quelle variable à trouver dans cette formule. Michaelis et Menten, V en fonction de la concentration en substrat, et Lineweaver et Burke, 1 sur V en fonction de 1 sur la concentration en substrat. J'espère que ça a été assez clair, et bon courage pour la suite.